Mes premiers mots de la journée, il est bien évidemment assez tard pour qu'on puisse parler encore d'une journée. Il reste qu'une moitié, enfin 30% d'une journée ou 25%. Il est bientôt 16 heures. Et donc, en fait, euh, c'est ma première intervention orale de la journée et donc ça va être un peu laborieux. J'espère que je vais, je vais m'en sortir et que cela va être assez facile à suivre au niveau de ceux qui voudront bien se donner la peine d'écouter ce que je pourrais avoir à dire. Fondamentalement, euh, l'être humain, et en tant qu'individu, il a une histoire propre, il a un parcours propre, il a une certaine, comment dire, appartenance. Cette appartenance inclut évidemment des relations étroites avec certaines personnes, et de cette étroitesse de relation découle un certain nombre de réactions, de positionnements et d'attitudes, j'allais dire, de fidélité. Nous sommes fidèles aux gens qui nous sont proches, plus fidèles qu'avec d'autres. Et donc de cette fidélité, de cette appartenance, de cette identité commune, c'est de cela dont nous nous réclamons. Et il est évident que cet horizon, comment dire, d'appartenance, ces éléments sont des éléments déterminants pour nous. Ce sont des éléments vitaux. On veut les garder tous accessibles. On ne veut pas qu'ils deviennent quelque part, qu'ils deviennent un terrain un terrain vide quelque part qu'ils s'anéantissent. Et donc dans cette épreuve qu'est la mort d'un proche, la mort d'un frère, il s'agit d'un processus d'anéantissement. Je me suis retrouvé anéanti avec le sentiment de perdre totalement toute capacité à envisager un avenir, à envisager un futur, à envisager quoi que ce soit. Il était devenu pour moi quelque part évident que je n'avais plus de futur. Et à ce moment, il est de cette épreuve qui n'a pas semblable nulle part ailleurs. Et donc cette épreuve unique, indépassable, et je ne parle pas de ces histoires, de cette culture vulgaire qui veut qu'on dépasse. Je ne veux pas dépasser, je n'ai pas de deuil quelque part. Si on donne un nom à cette histoire-là, à cette douleur-là, et quelque part, ce nom la réduit. C'est une épreuve et c'est une épreuve pour le restant de mes jours. Et donc, c'est une réalité avec laquelle je dois vivre. Quoi que je fasse, elle est là. Donc, je ne fais pas de deuil, puisqu'il s'agit de ne pas... C'est pas quelque chose dont je dois plus ou moins m'accommoder. Il ne s'agit pas de s'accommoder avec cela. Il s'agit de rester quelque part en sidération permanente, quelque part manière, parce qu'il s'agit d'expier en quelque sorte une faute. Il y a de la faute dans cette histoire. Il y a l'aveu d'un échec absolu ou d'un échec qui est tellement puissant, ce sentiment d'échec tellement puissant que quelque part, il n'est pas possible de transiger avec, il n'est pas possible de négocier. Alors quand je décide, malheureusement, il s'agit d'une décision, que je vais prendre de la distance avec mes proches, avec ceux
avec lesquels j'avais coutume de parler, d'échanger, et avec lesquels se nouaient, donc se prenaient des décisions, s'arranger des choses. Et avec ses proches était pour moi, comment dire, une possibilité, j'avais la possibilité de travailler sur le réel à partir des échanges que j'avais avec eux. Je pouvais me déterminer, avancer dans ce travail de détermination, de positionnement, etc. Je pouvais, grâce à à ce compagnonnage, poser mes questions, mes doutes et voir et attendre d'eux qu'ils m'aident à avoir la meilleure attitude possible. Or, devant la mort, je ne pouvais rien attendre d'eux, puisque quelque part, il y a quelque chose qui n'appartient plus au domaine du possible. Donc à partir du moment, et surtout que je savais qu'il y a tout un, j'allais dire quelques phrases qu'on dit, on présente les condoléances et on plie, et on arrête les choses, et la vie reprend. La vie continue, elle ne s'arrête même pas. Elle s'arrête le temps de dire 2-3 phrases, une phrase même. Et puis après, c'est tout, c'est fini. Il ne faut plus revenir sur la question. Donc j'avais peur face à ce qui était prévisible comme attitude. J'avais peur de qu'on traite ma douleur avec une certaine, avec une certaine, pas nonchalance, mais avec cette façon ordinaire qu'on traite la douleur d'une autre personne, une autre douleur qui n'est pas la nôtre. On la traite avec ce qui est convenu, avec des mots convenus, avec une sorte de... il faut que je trouve le mot. Une sorte de... comment dire, d'attitude compatissante, mais convenue. Il n'y a rien de... Et donc j'avais, quelque part, je me disais, aussi par rapport à cet héritage commun qu'on a, et quelque part, je me disais que on est passé par l'école, et cette école nous a plus ou moins introduit dans le domaine de la perte. Il y a les personnages qu'on a étudiés dans leur vie ont eu à faire face à des pertes, à des douleurs insurmontables, à des disparitions, je veux dire, brutales et quelque part anéantissantes. Et quelque part, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, plutôt en me disant que ce qui lui est arrivé à cet être, à cette personne qu'on connaît, et il lui est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Et donc j'avais par là acquis, j'avais l'impression d'avoir acquis la conviction, un caractère d'exceptionnalité de par ce qui m'est arrivé. Or j'avais peur que cela ne soit pas visible, ne soit pas perceptible, et que à un moment donné, je doive me taire, et quelque part, et rentrer l'expression de sa douleur, la ramener en moi-même, et faire semblant, et reprendre le cours de la vie en parlant de choses et d'autres, en échangeant autour de tout un tas de choses qui n'avaient plus ce caractère de priorité, ni ce caractère même d'ordinarité. Il n'avait plus le caractère du tout, il ne se posait plus pour moi comme des choses légitimes dont on pouvait discuter, et je n'avais que la mort comme sujet principal, et voilà, je l'avais. Cette catastrophe était pour moi quelque chose que je ne pouvais pas, que je n'avais pas à essayer de dépasser. Il n'était pas possible pour moi d'envisager un quelconque dépassement. Donc, quelque part, les misérables mots que j'ai écrits, qui n'ont pas eu l'honneur de recevoir une réponse, ces mots que j'ai écrits, évidemment, dans la situation dans laquelle j'étais, et évidemment, les mots sont toujours
sujet à controverse, quelque part il y a toujours de l'approximation, on ne trouve jamais les mots qu'il faut, et en plus en français, et peu importe que ce soit en français ou dans une autre langue, il n'est pas possible de dire, de parler de façon juste. S'il faut essayer de ménager la susceptibilité de chacun en lui disant « j'avais besoin de créer une rupture ». J'avais besoin de dire si vous êtes capable de comprendre, d'être à la hauteur de la catastrophe, vous êtes les bienvenus. Je pressens que vous n'êtes pas capable, que vous ne feriez pas cet effort, alors vous restez un peu à l'écart au-dehors de ma vie, le temps que je puisse moi-même, de mon côté, tout seul, voyager avec ma douleur, voyager avec pendant. Et donc j'ai eu ce qui était ma douleur, en fait. Elle a donc, cela a commencé il y a 12 ans. Cette douleur-là, la semaine d'après, ce qui m'a permis obligatoirement de sortir de l'étroitesse de cette relation, comment dire, cette relation de confrontation frontale avec ma catastrophe à moi. Il s'est produit ce qui s'est produit, donc le tsunami, et ça a été pour moi l'occasion de voir à la catastrophe à une échelle vraiment énorme. J'ai suivi ce qui est arrivé à des tas de gens, ce qui était, évidemment, c'est par rapport à la brutalité, par rapport à l'événement inattendu, par rapport à cette catastrophe, je veux dire, qui est arrivée de nulle part, que personne n'avait anticipé. Et donc, quelque part, ces malheurs qui créent de ces ruptures, de ces discontinuités qui sont indépassables. Je me rappelle ce grand-père qui a perdu toute sa famille. Et donc, quelque part, le fait pour un grand-père de perdre toute sa descendance est pour lui quelque chose de pire que la mort. Parce qu'il perd toute possibilité de se trouver un avenir après sa mort. Il est quelque part complètement anéanti dans l'idée même qu'il puisse se faire de son avenir. Et donc, il y avait des exemples comme ça par millions, des gens qui ont perdu tous leurs moyens de subsistance, des gens qui ont perdu des membres de leur famille, mais de façon complètement anarchique. Il n'y avait pas d'ordre, on pouvait perdre l'élément le plus important, c'est-à-dire l'élément économiquement parlant le plus important, on pouvait perdre une mère, et on pouvait perdre... et donc, un père, donc voilà, un père aussi, une mère, on pouvait perdre des gens jeunes et plutôt se retrouver avec des gens âgés, des gens qui n'ont plus la capacité d'être des acteurs économiques de premier plan. On pouvait perdre la chose qui faisait le foyer de toute une famille élargie. Et en ce moment-là, tout ce qui était l'élément de stabilité, l'élément de référence, la demeure familiale, on pouvait perdre cela, on pouvait perdre le moyen de subsistance. Et quelque part, voilà. Donc finalement, ça crée de l'avant et de l'après. Et donc dans cette histoire de l'avant et de l'après, je ne savais pas comment situer les choses, comment situer le rapport que je pouvais avoir avec les gens que je connaissais, avec mon entourage. Et donc, dans mon désespoir et en fait aussi de par mon incapacité comment dire, devant l'état de déphasage, ou je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas le mot exact, c'est dans l'état de décisissement, j'étais décisif de toute capacité d'action, de compréhension, de réponse, je n'avais plus, et quelque part, je ne pouvais plus exister, je ne pouvais plus prétendre à être un existant. Alors, quelque part, comment expliquer cela à quelqu'un?
Comment faire que la personne que vous connaissez, que vous fréquentiez depuis des années, des décennies même, comment lui faire comprendre qu'il y a dorénavant, un avant et un après, que cela va être l'élément fondamental de la détermination des rapports à venir. Évidemment, il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose qu'on garde un peu en réserve, s'arrêter, non pas comme on dit, dépasser, mais plutôt intégrer cette indépassabilité dans un projet beaucoup plus, projet qui prendrait ça en compte, mais qui essaierait, non pas de l'abolir, mais de l'intégrer, c'est-à-dire dans un processus de création de la vie, de façon beaucoup plus volontaire, beaucoup plus décisive, beaucoup plus entreprenante. Et cela n'a pas eu lieu. C'est la vie. Pour faire échec à la mort, il faut créer de la vie. Et s'il le faut pour établir un bon rapport, la perte d'une personne, il faut il faut y remédier par le don de la vie à plusieurs personnes. Le frère, il aurait fallu le remplacer par 4, 5. Faire en sorte que sa descendance qui n'a pas pu, et la descendance qui n'a pas pu avoir, puisse exister à travers ma descendance à moi, et que nous deux descendances, donc j'aurais eu deux descendances, deux rôles à avoir, sa descendance à lui et ma descendance à moi, donc obligatoirement 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Il n'est pas un problème. Je ne pouvais pas rentrer dans cette histoire de, etc., tout ce qui est considération sur la démographie, cela ne m'intéresse pas. D'ailleurs, cela ne m'intéresse m'a jamais vraiment intéressé. Pour moi, il n'est pas question de parler de surpopulation ou de sous-population. Ce n'est pas un sujet pertinent. Les variations qu'il peut y avoir sont tellement... il peut y avoir des variations soudaines. Et donc, ce qui était excessif peut devenir une rareté. Donc, si on se projette... dans l'avenir à court terme, évidemment, on peut considérer qu'il y a un excès, mais on ne sait jamais ce qui nous attend. Et ce qui était fondamentalement en surnom peut devenir plutôt une denrée rare. L'humain n'est pas garanti d'assurer sa survie dans les mêmes proportions. Donc fondamentalement, je peux ajouter autant de descendants que je veux. Ça ne tient qu'à moi. Et moralement, je me sens légitime et doublement légitime dans cette situation pour avoir une descendance. Donc fondamentalement, ce choix d'adresser ces lettres a été une catastrophe qui s'est ajoutée à la grande catastrophe. Mais malheureusement, on n'a pas l'entourage qu'il nous faut. Il faut une qualité de la présence, une qualité du compagnonnage, un certain des gens qui sont capables de contextualité et de contextualiser les rapports. Il est évident que c'est une réaction qui peut paraître excessive dans un contexte. Si elle est compréhensible, si elle est intégrable dans un contexte, elle est dépassable. Et elle est dépassable. C'est que ces lettres qui ont été écrites il y a 12 ans n'ont pas été dépassées. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réponse. Ce qui fait que cela reste suspendu. Ça prouve que la qualité de cet entourage n'était pas, il n'y avait pas de qualité. Cet entourage n'est pas capable d'être à la hauteur des défis. Je me pose des défis, je te pose des défis, et je te défie de me dépasser. Ça peut être un test ultime pour ce qui est de la solidité, de l'intérêt de ces relations.
la catastrophe, pour moi, est quelque chose qui, quelque part, qui excuse tout. Et en plus, je n'étais pas excessif. C'est juste que j'ai essayé par mes mots maladroits de dire que j'étais touché. À quel point j'ai été touché, cela est inconcevable même par moi-même, parce que j'ai laissé mon corps dépérir à cause de cela. Depuis 12 ans, je dépéris de jour en jour à cause de cela. J'ai tout reporté, tout quelque part annulé, il n'y a plus ailleurs, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de possible. C'est que une survivance de tous les instants. J'ai souhaité la mort, puis j'ai arrêté de souhaiter la mort, et puis finalement je ne parle que de la mort, de l'anéantissement, du néant à venir, et rien d'autre. Alors, quelque part, comment a dit quelqu'un qui était de mon entourage, a dit, tout le monde a ses épreuves. Bien entendu, tout le monde a ses épreuves. Et tout le monde a ses catastrophes. Quelque part, si cette catastrophe a de si particulier que c'était un petit frère. Si c'était moi qui étais mort, pas de problème. Moi, je suis le grand, à la rigueur, j'aurais assez vécu. Il n'avait pas assez vécu. Et quelque part, c'est une mort qui ne se comprend pas. On a toujours envie de protéger ses petits frères ou ses petites sœurs. Quelque part, il reste toujours des petits par rapport à nous-mêmes. Et quelque part, les voir partir, mourir avant nous-mêmes, cela est quelque part de l'ordre de l'incompris. Ce n'est pas possible de comprendre cela. Cela ne s'intègre dans aucune prévisionnalité. On ne peut pas prévoir cela, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter, encore moins l'accepter. Et donc, c'est vrai que j'ai eu, par exemple, quelqu'un m'avait parlé de la mort de sa sœur. C'est vrai, c'est là où vraiment il y a un problème. C'est qu'il m'a parlé de sa sœur, on est même passé devant sa tombe, sa sœur qui est tombée malade, qui a souffert, qui a fini par mourir. Sa sœur a eu des descendants. Et ma réaction n'a pas été... Quelque part, c'est là où il y a un problème. On est en incapacité de réagir. J'aurais accepté que quelqu'un vienne me dire « Je suis en incapacité de réagir comme toi tu le souhaiterais. Jamais je ne pourrai. Je suis impuissant. Cela ne me touche pas de façon à ce que mon corps s'exprime, à ce que mon corps réponde. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas compatir plus que nécessaire, je ne peux être qu'ordinaire. Les catastrophes des autres nous laissent presque, nous laissent sans réaction. Nous ne réagissons pas. Quelque part, nous sommes tellement habitués à la mort, à entendre parler de la mort, des gens proches, des gens lointains, des gens de tous âges. Et pour nous, il n'est pas question qu'à chaque fois qu'on nous parle de cela, on réagisse de façon, on laisse à ce que nos émotions s'expriment, à nos émotions marquent le coup, à ce que nos émotions soient d'une certaine densité. Nous intégrons ce fait-là dans le rapport global que nous avons à l'existence, que nous avons aux autres. Nous intégrons leurs souffrances, leurs catastrophes, leur misère, et nous faisons avec. Nous ne pouvons pas nous arrêter de vivre parce que quelqu'un de notre entourage a eu une catastrophe majeure et qu'il faille s'arrêter avec lui. S'il décide de jeûner, on ne va pas jeûner avec lui. S'il décide d'arrêter de parler, on ne va pas arrêter de parler pour lui faire plaisir. Nous devons le laisser seul avec sa douleur. Quelque part, c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Donc, cette personne qui a eu cette catastrophe
La différence, c'est que cette personne, donc à travers le processus de la maladie et du déclin, on a cette, comment dire, on a cette certitude quelque part où on doute que le terme est proche et on a le temps de se préparer, on a le temps de faire ses adieux, on a le temps. Mais une mort qui est inexpliquée, qui est de l'ordre qui est brutale, qui arrive comme ça, par un coup de fil ordinaire. Le téléphone sonne comme toujours, c'est la même sonnerie, on s'attend à recevoir un appel d'un proche, très proche, d'un proche un peu lointain, peu importe, pour parler de choses tout à fait ordinaires. Mais ce téléphone qui vous annonce, ce coup de téléphone à 21h et quelques, vous annonce que votre frère est mort, à quel moment cette idée de la mort elle devient concrète? Quand vous êtes petit, évidemment, vous faites l'expérience de la mort parce que vous avez peut-être un animal familier qui est mort, vous savez qu'il arrête de bouger, qu'il arrête, etc. Et qu'il commence peut-être à sentir mauvais, que quelque part l'absence de vie, la mort, c'est-à-dire l'absence de mouvement, et que quelque part... Mais après cela, vous faites l'expérience de la mort. On ne la fait jamais parce qu'on ne meurt pas. Mais on fait l'expérience de la disparition. Et quelque part, on sait que une fois le mot prononcé, cela veut dire qu'on est dans un monde autre, que nous devons nous arranger, nous accommoder avec une réalité nouvelle. Cette réalité qui est une réalité qui dit qu'il y a l'absence parce qu'il y a eu un voyage lointain, il y a quelqu'un qui a changé de vie, qui est parti vivre lointainement, et que, par exemple, là, c'est une chose avec laquelle on arrive à s'arranger, on arrive à s'habituer, puisque finalement, on sait qu'il est loin, spatialement parlant, mais il est accessible. Dans la mort, vous avez quelqu'un qui est proche, spécialement parlant, mais il n'est plus joignable. Voilà, c'est que tout s'arrête. Tout ce qu'a pu faire la personne, tout ce qu'elle faisait, parce que ce frère faisait, tout cela devait s'arrêter du jour au lendemain. C'est fini, 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 fini. Il n'est plus possible de dire de faire l'impasse sur cela. Alors donc, fondamentalement, je reviens sur la qualité. La reconnaissance, justement, de la part de l'entourage, la reconnaissance de ce défaut qu'on partage tous, de cette incapacité, de cette impuissance, aurait été une manière de créer les conditions du dépassement. C'était quelque part, quand on a une expérience unique, il y a des expériences, on les vit de façon intense, et elles sont intenses, de temps intense, on sent qu'elles seront uniques. Il y a des expériences qu'on ne reproduit pas. Une fois qu'on en fait le récit, une fois qu'on les partage, on enlève une partie à chaque fois. À chaque fois, on les dépouille d'une densité. Une histoire n'est pas une histoire forte, n'est pas à raconter à tout le monde, n'est pas à raconter à chaque occasion. Non, on doit en faire qu'un usage immodéré. Si vous parlez de votre catastrophe personnelle majeure, plus vous en parlez, plus vous avez l'impression de perdre la propriété que vous avez sur elle. C'est un processus de désappropriation. Vous en donnez un peu à l'autre, ou vous en donnez qu'un peu, mais si chacun en emportait un peu, finalement, ce qui vous reste, c'est peu. Et vous ne savez pas comment gérer ce qui va en rester. Vous voulez vous la garder pour vous-même, parce que vous la percevez comme votre réalité présente et indépassable. Parce que vous êtes dans un processus de mortification, parce que vous êtes dans un processus d'auto-accusation,
d'apitoiement, de tout ce qu'on veut. Vous êtes fautif. Et le meilleur moyen d'expier, c'est de garder cela pour vous-même, parce que vous êtes persuadé d'avoir failli à votre tâche, qui est de protéger vos petits frères et vos petites sœurs. Cet devoir de protection que vous n'avez pas su remplir vous rend impropre à la vie, vous rend impropre à jouer votre rôle. Mais comment expliquer cela? Comment faire passer ce message? Comment arriver à inclure l'autre dans toute cette particularité, de ce rapport particulier que vous avez avec cette catastrophe? Fondamentalement, parce que vous êtes impuissant, parce que vous êtes... vous sentez tellement de peu d'importance, vous perdez tout ce qui faisait votre quelque part, capacité à agir, vous perdez tout ce qui faisait votre foi, votre foi en vous-même, en ce qui quelque part faisait votre vie, en ce chemin que vous allez prendre, que vous aviez pris, cette orientation, cette recherche que vous faites sur le sens des choses, sur le rapport avec les autres, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qu'il vous reste encore à faire, tout cela devient secondaire, insignifiant, impropre même. Et c'est cela qui est difficile à faire partager. Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer à parler de cela. C'était une manière de commencer à parler de ce qui a fait que je sois aujourd'hui exclusivement seul avec moi-même, et que je ne peux plus avoir accepté un contact avec les autres parce que je suis en dehors, je vis cette extériorité, je suis extérieur à tout ce qui est relations ordinaires, relations normales, et voilà. Donc le problème de la catastrophe, c'est qu'une catastrophe aussi majeure qu'il puisse être, et elle peut aussi être porteuse d'autres catastrophes, comme une réplique à un événement majeur. Vous avez des répliques. Vous êtes parti dans un processus non pas de résurrection, mais nous cessez de mourir, cessez de dépérir, parce que ce qui a fait vaciller votre vie continue d'être actif, parce que vous n'avez pas réussi à vous redresser. Et il n'est pas possible de se redresser, de revenir à un état comment dire, de redevenir capable être en capacité c'est à chaque fois, à chaque moment, on est persuadé d'être incapable de faire. Et donc, de cela, on sort même du monde de l'acte. On ne fait plus l'acte, on n'est plus un être, on n'est plus un acteur, on n'est plus un être capable, ni c'est la négation de toute, comment dire, on se nie dans ce qui fait le sentiment, ce qui fait d'être. Je n'existe plus. Ce n'est que quelque part une sorte de corps qui continue de vivre comme mu par mécaniquement. Juste, il lui reste, comment dire, il donne, il fait semblant d'être en mouvement, et pourtant il est mort. Et il y a la mort, mais
mais qui n'est pas encore active, qui n'est pas encore effective à 100%. La mort habite mon corps, mais je donne encore l'impression d'être vivant. Je peux persuader celui qui me voit d'être encore un vivant. Ce n'est pas être un mort en sursis, c'est être un mort tout court. Parce que il n'est plus possible d'envisager un quelconque accommodement avec la réalité. La réalité est devenue hostile, au fond, intrinsèquement hostile. Donc, là, le besoin de parler, de se situer, de se positionner, je reviens sur la qualité de l'entourage pour finir avec tout cela. On imagine toujours, on espère, qu'il y a des gens qui nous dépassent, qui nous offrent toujours la perspective, la possibilité de nous dépasser, parce qu'ils sont créateurs à chaque fois, ils sont porteurs d'une synthèse, d'une thèse, d'une synthèse, d'un travail dynamique, d'une capacité à toujours intégrer le maximum d'éléments pour créer des processus de transformation, d'évolution, des gens qui ne se contentent pas d'avoir une attitude passive, mais qui sont dans la création de nouveaux rapports, dans l'adaptation, dans la rectification, dans la nuancification. Ils n'ont pas peur, rien ne les impressionne. La réalité même dans ses parties les plus contraignantes n'est pas pour eux un horizon indépassable. Ils sont persuadés qu'ils ont la capacité de transcender, de dépasser, d'aller au-delà des limites, que ce soit des limites au niveau du langage, que ce soit des limites au niveau du corps, que ce soit des limites au niveau de la réalité sociale, de la réalité même objective. La réalité objective n'est de toute façon qu'une création de notre propre subjectivité. Nous n'avons une perception objective qu'à partir de notre subjectivité. Cela est évident que c'est la réalité fondamentale. Après, on peut objectiver autant qu'on veut. Évidemment, toute objectivité nouvelle sera légitime, aura sa place, parce qu'elle est aussi légitime qu'une autre. Et donc, c'est notre rapport à la réalité, ce rapport dynamique, ce rapport créateur, ce rapport, quelque part, toujours créer introduire de la nouveauté dans ce qui semble immuable, ce qui semble indépassable, introduire les éléments de changement, être pour le changement parce qu'il n'y a de solution, il n'y a d'échappatoire que dans le changement. Le changement, la volonté, le désir de changement pour être un véritable acteur, un véritable agissant, un véritable producteur de vie. La réalité est aussi, une partie de nous-mêmes. Et donc c'est de notre rôle de faire. Nous avons un devoir de faire, de défaire, de refaire, de construire, de déconstruire, de reconstruire et indéfiniment. Et donc c'est en l'absence de ces propositions, moi je peux proposer, j'ai besoin aussi d'un retour, d'une confirmation, à partir du moment où je me retrouve face à quelqu'un qui propose, qui est toujours dans le processus de proposition. Je dois évidemment m'incliner, je cherche à être battu, je cherche à être défait, je n'ai pas de conviction à défendre à la vie, à la mort. J'ai besoin d'être confronté
à la limite de mon raisonnement. J'ai besoin qu'on m'aide à dépasser. Tout doit être dépassé, même les catastrophes les plus indépassables qui semblent. Mais hélas, j'attends cela depuis 12 ans. Cela ne se produit pas, cela ne se produira pas. Et voilà, je dois m'incliner devant ce fait-là, devant cette évidence et me déclarer forfait. Voilà.